Non, Narcomède, on parle pas de Barbe Noire. Alors, je pose la question, Patrice. À quand remonte le premier hacking? Évidemment, des gens qui s'obstinent, là, ah, c'est lui, ah, c'est un tel, ah, c'est tel. Mais si je te disais, en quelle année à peu près, là, Le 10, 20 hacking années, informatique, tu parles, ou hacking en le général? piratage, on va définir le concept. Le Oh, oui. piratage, ce serait de rentrer dans un système de communication pour en faire une modification ou jouer dedans pour en tirer un avantage puis être capable de s'en servir pour faire quelque chose. Moi, j'imagine que c'est dans une des grandes guerres, avec peut-être le décodage des signaux, euh, peut-être, puis de renvoyer d'autres signaux à la place. Ça se peut-tu? C'est quand ça? Ben, ouais, probablement la guerre 39-45, la Deuxième Guerre mondiale. Ben non, Patrice, t'es 100 ans trop tard. Ah oui. Ouais, t'es 100 ans trop tard. Bon, encore, mais chose qui... Ah, ben oui. En 1834, Patrice, les frères Blanc, François Blanc, qui était le plus grand des deux frères, l'autre, j'ai oublié son nom, ont piraté le système de télégraphe de Paris. Oh, Entre Paris et, je me rappelle pas de l'autre c'est-tu ville, là. Londres ou Bordeaux, je pense, ah, dans ce c'est en coin-là. France, OK, oui. Ouais. Donc, il y avait un système de télégraphie qui avait été installé à l'époque et leur objectif était de connaître les taux boursiers à l'avance. Oh, À chaque jour, à la clôture de la bourse de Paris, quelqu'un communiquait à toutes les autres villes, au préfet, les taux boursiers à la clôture de la séance. Et ben, évidemment, le lendemain, les commerçants étaient avisés, ces choses-là. Ce qui était une amélioration de la tradition qui était, ça se faisait à cheval avant ou ces choses-là. Ça prenait 2, 3 jours avant d'avoir ben les taux oui. boursiers. Là, c'était presque instantané. En dedans de 2 heures, les villes avaient les infos. Alors, François Blanc, qui était un marchand, pas un marchand, mais qui était un riche homme d'affaires, a eu l'idée de soudoyer des contrôleurs de télégraphe pour être capable d'insérer un caractère, un backspace, en fait, dans les codes de télégraphe pour signifier dans la communication que ce qu'elle allait suivre, c'était l'info qui était recherchée. Donc, il y avait une insertion qui était faite du genre, si tu vois tel caractère, ça veut dire que les taux sont en descente ou si tu vois pas de caractère, les taux sont à la hausse. Et M. Blanc a utilisé ses connaissances en étant branché sur le système de télégraphie pour faire de la spéculation boursière. Il est devenu très, très, très riche. Il a J'imagine. accumulé un 20 millions de dollars en peu de temps. Il s'est fait pogner en 1836 après une enquête parce qu'on était capable d'identifier la section entre deux télégraphes, entre deux émetteurs pour être capable de découvrir qu'est-ce qui se passait. Puis une des personnes qui avait été soudoyée pour pouvoir donner accès au poste de télégraphie a fini par révéler qui était responsable. Il a été accusé par la suite, évidemment. Il n'y a pas eu grand-chose, mais ça a été, dans ma recherche, le premier qui colle à ce que je pourrais appeler le piratage d'un système de télécommunication quelconque. Fait que tu pensais pas que c'était si loin que ça, hein? Ben non, je pensais que c'était plus durant les guerres. 1878, le système de télécom, les premières opérateurs de switchboard, de système de téléphonie, on appelle ça des commutateurs, souvent, par blague, par amusement, s'amusaient à mettre en communication des gens qui, normalement, n'auraient pas dû. Donc, il y avait des jeux qui se faisaient entre eux autres et il y a des gens qui se retrouvaient à parler à des gens à l'autre bout de la ville sans le vouloir ou sans le savoir. Donc, c'était là aussi un autre début officiel du piratage. Donc, la manipulation d'un système, c'est en fait de manière très drôle, on s'amusait, mais c'était officiellement une autre date importante dans le piratage. On en a déjà parlé, mais Steve Jobs et Wozniak, un des premiers J'y bidules arrive, qu'ils ont inventé. Ah, OK, je vais j'y pas arrive. rallier ton punch. Vas-y, vas-y. Je savais que ça allait te déclencher. J'avais prévu. J'ai dit, Patrice, il voit ça, tic, 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 il fait le lien, c'est fait. 1958, Peter Samson a été un des premiers ingénieurs à faire du piratage au MIT. Il y avait une équipe qui s'appelait, une équipe, c'est un groupe étudiant
qui était passionné de modeling de train, qui faisait partie du TMRC Club, le Tech Model Railroad Club. Et ce club-là était divisé en deux gangs, si tu veux. Tu avais la gang des modélistes là, qui tripaient peinture, rendre le tout joli, réel, le plus réel possible. Et il s'était fait prêter un local technique à l'autre bout du MIT qui comprenait une salle des serveurs en arrière Oh, avec un vieux IBM punch card de style ouais. 600. Et il y avait la deuxième gang qui, eux, s'intéressait à toute la partie switching qui était en dessous des pistes de train, qui comprenait des dizaines de milliers de câbles d'interrupteurs, de contrôle et de switch. Oh, oui. Et traditionnellement, les gens qui étaient dans ce club-là devaient acquérir du temps pour pouvoir contrôler. Puis là, c'était un train à la fois, puis c'était compliqué. Puis Peter Sampson avait décidé d'utiliser le local technique en arrière. Il observait des techniciens qui allaient dans l'université. Il y avait juste ceux qui avaient le droit. Quand il y avait une problématique avec le système IBM de PunchCard, ben là, il arrivait une gang d'ingénieurs autorisés. Ils rentraient dans le local, ils allaient travailler, puis ils ressortaient. Puis lui, il avait remarqué que la porte, puis bref, il s'était inséré dans le système. Il allait chercher des punchcards, puis il s'est mis à faire analyser le système de relayage en dessous. Puis il s'est mis à utiliser l'ordinateur du MIT pour être capable de contrôler. Puis là, les jeunes qui tripaient dans le club, ben, chacun pouvait avoir le train en même temps dans Ouais, ouais, différentes ouais, parties. ouais. Tu vois, genre, Ouais, ça a ouais. été, ça a été un des piratages modernes au temps informatique. Évidemment, on n'était pas où ce qu'on est aujourd'hui, mais c'est ce que fait naître. Là, puis, tu es fier de son, de, Ben son, oui. de son accomplissement, c'est clair. On le voit ici devant le panneau d'insertion des cartes punch. Alors, c'était en 1958. En 64, Alan Share. Encore au MIT, tout le monde était. Il y avait une gang de pas fins au MIT, Ouais, mais il faut Patrice. dire qu'il y avait beaucoup de financement, hein, fait que Oui. les gens les plus brillants étaient là et travaillaient là, là. Donc, Alan L. Share, avec un IBM 360, lui, il était écœuré de voir que à l'époque, rappelez-vous, c'était pas du multi-user. OK? Ce qui veut dire que c'était un utilisateur à la fois qui pouvait utiliser l'ordinateur central de l'université, puis on lui louait un time slot, Ouais, ouais. un bloc de 4 Du heures. temps machine, là. Et lui, pour ses recherches, il trouvait que 4 heures, c'était pas assez. Fait qu'il a eu l'idée de s'insérer dans le local où les cartes punch s'accumulaient. Et il avait trouvé les cartes punch de tous les mots de passe de tous les gens. Oh, shit. Ouais, ouais, ouais. Et là, il a trouvé le moyen de reproduire le tout et d'insérer dans la machine avec un code, j'ai pas trop compris. Et finalement, il s'achetait du temps comme il voulait. Ben Et oui. pour enlever un peu de sa culpabilité de shit, j'ai fait quelque chose de pas correct, il s'est mis à donner les passwords à tout le monde. Fait que là, tout le monde avait du temps. Tu comprends? Fait que là, ça a été un foutu bordel pendant des semaines parce que là, ça marchait plus. Là, tout le monde arrivait en Il même y avait temps. plus de Puis monde que de temps ouais, disponible, c'est ouais, ça. ouais, ouais, ouais. Fait que ça, tu comprends? Puis ça, ben, ça a fait naître d'autres genres de problèmes, comme tu le sais, Patrice, qui a poussé les développements à aller vers le multi-user, multi-process. Ça a développé d'autres types de plateformes. Et probablement que ce genre de personnage-là, parce que ça doit pas dû être le seul à aller jouer avec les passwords pour avoir plus de temps, a poussé les développeurs à développer des systèmes qui étaient plus multi-user pour justement régler ce problème-là qui n'avait pas de sens. Fait que c'est notre ami Cher. Là, on arrive, Patrice, à ton histoire de, Du Blue de, Box. de Blue Box. En 1965, ça a commencé un petit peu avant, il y avait le freaking qui vient de Phone and Freak. Donc, c'était un développement. Les commutateurs qui ont suivi le dial tone, donc le tic 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 quand on composait des chiffres, étaient remplacés dans les centres de commutation. Le client avait toujours le tic tic tic, mais dans la commutation, il y avait un système qui relayait d'un commutateur à un autre, ce qu'on appelait traditionnellement un longue distance, parce qu'on forçait une communication à sortir d'un commutateur. Un commutateur pouvait avoir 300 000 abonnés. Et donc, quand tu restais dans l'environnement de ton commutateur, tu n'avais pas de frais.
Et ce qu'on non. appelait un appel local. Et quand tu devais communiquer à un autre commutateur, ben, tu avais un frais de longue distance. Oui. Et là, quand tu sortais d'un commutateur de pays, c'était encore pire parce que là, tu faisais de l'outre-mer, ces choses-là. Et chaque commutateur, pour pouvoir relayer l'appel d'un commutateur à l'autre ou dans un autre pays, utilisait un système basé sur des tonalités. Et des petits génies de l'époque s'étaient rendus compte que la tonalité de communication était autour de 2600 Hertz. Et cette personne-là qui a eu l'espèce de coup de génie de s'en rendre compte, c'est un petit monsieur qui est Captain Crunch, qui s'était rendu compte, ben, lui, il était capable de siffler. Il y avait des gens qui avaient développé la Oh, oui. capacité de... Et ils sifflaient un certain nombre de fois et ils étaient capables de communiquer avec des commutateurs. Donc, ils n'étaient pas bilingues, ils étaient trilingues, Ben Patrice. oui, ben oui. Ils parlaient le commutateur comme toi puis moi, on parle Un l'anglais. vrai siffleux. Exact. Et là, le commutateur relayait l'appel et là, les gens, c'était partout dans l'université, les hackers, freakers, étaient capables d'émettre des appels d'un bout à l'autre de la planète. Et là, la communication passait. Et là, je t'en cache pas, il y avait des ordinateurs qui se branchaient sur des BBM pour faire des communications complètement gratuites, sans frais, à l'aide de cette technologie-là. Puis éventuellement, les sifflets et les siffleux ont dû lâcher parce que là, ça se démocratisait. Et c'est pas tout le monde, Patrice, qui avait la capacité de contrôler le sifflet et ou le sifflement parce que ça demandait une dextérité vocale Oh, oui. qui était difficile. Et là, il y a des gens qui ont commencé à penser à l'idée de on va prendre un combiné avec un haut-parleur, avec un clavier dans lequel on va pouvoir émettre les tonalités. C'est un peu ça, les touches. Et ben, Steve Jobs et Wozniak avaient à l'époque développé le Blue Box qui ont vendu à plusieurs milliers d'exemplaires. Oh, Et oui. ça a failli foutre la merde. La police était là-dedans. Là, ça Ouais, a le failli FBI chier est solide. cogné à la porte, là. Ouais. Ouais, le FBI a cogné à la porte parce qu'ils n'aimaient pas trop leur patente. Nous autres, on fait juste en vendre. On s'en sert pas. Là. Non, c'est ça. Tu comprends? C'est pas illégal ce qu'on fait. Bref, il était dans une zone grise. Oh, oui. Le Blue Box qui a survécu, qui est à l'image de gauche en haut, là, a été vendu quelque chose comme 300 000 Oh, oui. dans un encan. Là. C'est complètement débile. Puis là, tu m'arrêteras, Patrice, mais on est avant le Mac. Là, hein? Ah oui, bien avant, là. Ouais. C'est un peu le projet quand il était jeune étudiant, là. Ouais. Fait que ça vous donne une idée. Puis ça, tu sais, juste pour te donner une idée, Patrice, moi, quand j'étais très jeune, j'avais des amis qui n'étaient pas tout à fait droits et leur plaisir, c'était d'aller, tu sais, dans des boîtes de télécom, des espèces de boîtes brunes. Des fois, on voit ça près des parcs. C'est une espèce de boîte, un panneau pas très large Oh, oui. qui mesure un 4-5 pieds de haut. C'est carré, rectangulaire. Puis tu as comme deux portes en métal qui peuvent éventuellement s'ouvrir. Et à l'intérieur de ça, on retrouvait des centaines de lignes téléphoniques. C'est toutes des paires, là, deux fils roulant ensemble Il qui allait changer reliaient. ça de place. Ben non, Patrice, je vais te dire mieux que ça. Ils allaient au magasin Corvette acheter un téléphone cheap. Ah, puis il Hein? écoutait. Ils mettaient des pinces crocodiles sur les deux fils, Ben oui. les panneaux, prenaient un fil, séparaient les deux paires, crocodile 1, crocodile 2. Bouh, tit, 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 tit. Ouais, nanana. Et non seulement ça, tu te rappelles les 1976? Oh, oui. Ils achetaient des blocs de temps et revendaient les blocs de temps. Fait qu'ils achetaient des blocs de temps sur des lignes, Sur 25 qui étaient facturés, là. Ben oui. Puis eux autres, on revendait ça 15 piastres. Tu me parles C'était... des lignes 1976, il faut que je vous conte Oh ça. ouais, vas-y, J'étais, vas-y. je travaillais sur l'ancêtre avec l'ancêtre des bureaux, en gros, au Québec, là, les clubs biz. Et on avait des opérateurs de nuit parce que les systèmes qui permettaient de pôler, là, d'aller chercher l'information des magasins au niveau des ventes, de l'inventaire, de remettre à jour les prix, c'est un ensemble, c'est un système en basic. Imagine-toi, on était dans les années 94, puis bon, regarde, c'était ça qui était ça, puis il fallait vivre avec ça, c'était ça qui avait été acheté à l'origine. Et ça prenait quelqu'un qui exécute les différentes tâches, parce qu'il y avait énormément de tâches à faire rouler. Il fallait s'assurer qu'il roule dans le bon ordre, puis bon.
Et j'embauche un gars pour le chiffre de nuit de la fin de semaine, je pense, là. Et là, à un moment donné, le gars avait de l'air correct là, en entrevue, tu sais. Puis c'est pas facile de trouver quelqu'un qui va faire ce genre de job-là, mais la nuit, tu sais. Puis bon, finalement, on l'embauche. Au bout d'un mois, je reçois un appel du directeur général. Il dit, Patrice, on vient recevoir le compte de téléphone. Il dit, il y a quelqu'un qui est pas mal sur le 1976. Rencontre-moi, je me rappelle plus c'était quoi, là, mais Ouais, c'est ouais. ça. Puis bon, on, il travaille plus pour nous. C'est correct, c'est bon. Mais là, le problème, c'est que je congédiais quelqu'un puis j'avais personne pour le remplacer. Ouais. Fait qu'il a fallu essayer de trouver quelqu'un d'autre ou à tour de rôle, on se remplaçait là, ceux qui connaissaient la séquence là, de ce qu'il y avait à Puis faire. dans le formulaire d'embauche, toi, là, tu vas pas, t'appelles pas au 976, hein? Mais là, ce qu'on a fait après ça, c'est qu'on a fait bloquer ça sur nos lignes, mais ça n'avait pas été bloqué originalement. Fait que Ben c'est non, tu sûr que penses pas que quelqu'un va faire ça, là? c'est comme si on s'en apercevrait pas. Là, tu sais. Bref, les phones freaking Patrice Ouais, ouais. étaient complètement débiles. Ça a été l'épopée du début de et ça a été très loin. Ça a poussé les fournisseurs de télécom à travers le monde à développer un nouveau système de télécommunication pour être capable de pallier à ces choses-là. Et ça a été loin, là. Il y avait des gens qui puis ça se faisait essentiellement dans des cabines téléphoniques, là. Tu décrochais, puis tu pouvais, en faisant quelques tonalités, outrepasser la communication de pardonnez-moi, je suis en train de mourir. Tu pouvais outrepasser la communication de base, et c'était fou, là, parce que Ouais. les gens avaient désormais accès à des parties de la planète, jasaient à un étudiant à l'autre bout du monde. Écoute, c'était fou, là. Fait que les gens tripaient. 1971, l'apparition du terme Tiger Team, qui est encore utilisé de nos jours, qui est un terme qui est généralement utilisé pour des équipes qui vont faire du pen testing. Pen testing, c'est du penetration testing. Donc, quand on engage une équipe qui va utiliser tous les moyens nécessaires pour essayer d'outrepasser les sécurités d'un système, Ouais, ouais, ouais. découvrir les failles, ces choses-là. L'Air Air Force a été la première entreprise gouvernementale à enquérir l'aide d'une équipe de pentesting. Il faut savoir un peu, Patrice, qu'avant l'ère Apollo, existait des think tanks, ça te dit quelque chose? Oui, oui. C'était très populaire, là. Vas-y, je te laisse aller, tu vas en dire quelque chose? C'est ça, c'est des endroits où je pense qu'on brainstormait, c'est ça, là, pour être capable de Ouais, on trouver des. brainstormait sur des concepts, des fois qui n'avaient aucun sens, qui étaient proches de la licorne, mais Oui, des fois, c'était pour développer des méthodes de compréhension, des méthodes de développement d'idées, ces choses-là. Puis toutes les grandes entreprises, la Skunk Works, Lockheed Martin, il y a beaucoup, beaucoup d'entreprises paramilitaires qui avaient leur propre équipe think tank. Et dans ces équipes think tank-là, il y avait des gens qui se démarquaient plus. Et tu sais qu'à l'ère d'Apollo, a été possible en grande partie par le développement des IBM de ce monde qui ont permis des calculs de trajectoire, des analyses assez poussées au niveau mathématique. Donc, ça prenait des gens assez qualifiés pour être capables de faire ça. Et Air Force a développé un targeting pour faire des pentests. Et c'est un peu en même temps qu'Apollo que cette équipe-là a vu le jour. Donc, ils ont fait des tests là, pour pénétrer le système de communication d'Apollo pour être capable de oui, dérouter. Et ils ont été utilisés par la suite pour essayer de briser les systèmes du gouvernement. Donc, les premiers tests officiels de l'univers gouvernemental dans le monde du piratage. Oups, ça suit. Le premier pirate assez populaire, Roy Tomlinson, qui a créé en 1971 le premier ver informatique de Creeper. Oh, Qui est un ver qui se propageait par courriel et se multipliait et allait infecter d'autres systèmes, il s'auto-répliquait et et ça a créé des problèmes, plusieurs millions de dollars de dommages et heu,
Non, c'est pas Roy Tomlinson. Roy Tomlinson, c'est celui qui a détecté le verre. OK. Je me rappelle pas du nom. Et il a créé Reaper. Reaper, qui était le système qui allait surveiller le réseau pour être capable de détecter. Et Creeper faisait pas vraiment de dommages, là. Tout ce qu'il faisait, c'est qu'il affichait un message à l'écran: I'm the Creeper, catch me if you can. Fait que puis là, il se propageait à d'autres contacts. Donc, ça infectait. C'était plus un proof of concept d'autoréplication, donc d'un code. Le premier code qu'on voit apparaître on veut voir si un code est capable de s'auto-reproduire d'un appareil à un autre. Et c'est là qu'on a vu ça apparaître. Je l'ai peut-être déjà compté, là, mais j'ai un professeur chargé de cours à l'université en informatique. C'était un cours de Pascal, je pense. Puis il nous expliquait dans le premier cours que il faisait de l'installation d'ordinateurs on the side. C'était un de ses jobs. Et ce qu'il faisait quand il installait ça chez les gens, c'était le début de la micro-informatique. Il installait un verre qui, après 2 semaines, mettait un message en disant qu'il faut qu'il contacte le technicien Ah, parce qu'il y a un problème. Et ça lui ah, ouais. permettait de charger un frais à tous ses clients pour... Il faisait juste effacer le verre, puis après ça, tout était correct. C'est bon, merci, je viens de faire un petit 50$, puis on passe au poste suivant. C'est croche. C'est croche, oui. Ensuite, on a Ryan Murphy. Et là, il y a beaucoup de gens qui vont dire: ouais, il n'était pas si bon que ça, blablabla. Ryan Murphy, qui a été un des premiers à se faire accuser au criminel en 1981, qui a hacké les serveurs d'AT&T. Et ce qu'il a fait, c'est que ce qu'il aurait fait, parce qu'il y a des gens qui contredisent qu'il n'est pas tout seul, puis c'est pas vraiment lui le cerveau, il aurait changé l'horloge interne du commutateur d'AT&T. OK. Ce qui faisait que pendant la nuit, alors que normalement les frais de longue distance auraient dû être très bas, lui, il modifiait l'horloge pour que les longues distances soient effarants, donc avec des prix de fou. Et dans le jour, alors que les longues distances devaient être très, très chères, il changeait l'horloge pour que on puisse avoir des rabais d'utilisation. Fait qu'il inversait l'horaire. Ouais, il inversait l'horaire. Il avait eu accès à des salles de serveurs. Il avait fait un peu d'ingénierie sociale, là, c'est-à-dire d'aller communiquer avec une personne qui connaît l'autre. Puis il avait réussi à s'insérer dans un serveur d'AT&T puis d'aller changer cette affaire-là. Puis à distance, il était capable de contrôler l'horloge interne du serveur puis de le changer l'heure. Et donc, ça changeait les tarifications à l'heure. C'était Ouais. assez bright. On est Ouais, encore dans ouais. le domaine de la télécom. Ben oui, ben oui. Robert Tappan Morris, qui a été un des premiers à être accusé, le premier crime officiellement reconnu de piraterie informatique, de cyberfraude, qui a été fait suite à la modification ou l'apparition du Computer Fraud and Abuse Act of 1986. Ah oui. Et Mr. Morris a créé le Morris Worm, le verre Morris, qui était un verre qui... C'était un peu... il a développé ça pour prouver qu'il était hot. Il n'était pas super aimé, tout ça. Puis il s'est dit: je suis capable de créer quelque chose qui va s'auto-répliquer. Et dans sa formule mathématique, dans son algorithme, il s'est fourvoyé un peu. Puis le système, au lieu de se répliquer 2 fois, 3 fois, s'est mis à se répliquer de manière incontrôlée jusqu'à venir saturer la mémoire des serveurs. Ça a coûté des milliards de dollars en désinfection. Ça a été le premier gros, immense dommage à des serveurs. Ça pouvait prendre jusqu'à 3-4 jours à des techniciens informatiques pour sortir le verre du système, Ah pour oui. être capable de... Ouais, c'était complètement fou. Et le code source est aujourd'hui gardé dans le musée, je ne me rappelle pas le nom, on le voit, là, le Company Museum, faudrait voir, je ne me rappelle pas le nom, mais le code source officiel que travaillait à l'époque. Puis il s'est fait accuser, puis il n'y a pas eu grand-chose, 8 mois à rester tranquille chez eux, puis aujourd'hui, évidemment, Ouais. il vend, bon, on s'entend, il est rendu millionnaire, il vend ses Oh, oui. services. Ben oui, ben oui. Comme à peu près tous les pirates de ce monde, ils Ils se sont fait monétisent taper ça. ses doigts, puis après Ben ça, ils oui. se sont fait donner une job. Ouais, c'est sûr. Mr. McAfee, Patrice. Ben oui.
John McAfee, 1987. Là, je vais dire que c'est le premier antivirus. C'est pas tout à fait vrai. Il y a une entreprise un peu avant qui avait développé un logiciel pour combattre les worms qu'on a vu passer, là, qui a été les premiers antivirus. Mais McAfee a été le premier à développer un logiciel qui cherchait une variété de virus et qui était destiné au grand public, là, qui n'était pas juste commercial. Donc, en 1987, lance sa première suite et évidemment, le monsieur est devenu milliardaire et il s'est mis les mains dans toutes sortes d'affaires louches. Et Ouais. d'ailleurs, il est mort l'année passée de mémoire dans une prison en Australie, si je ne m'abuse, pendu. Mais Paraît-il que ce serait au Tel Aviv. ça, c'était le premier antivirus, mais sur Windows 3.1, c'est ça? On est Je sur pense Windows pas. en 87. Non, Écoute, on est avant ça, hein? non, on est après ça parce que 3.1 n'avait pas ce look-là au niveau des fenêtres. OK. Fait que ça serait peut-être la version tout de suite après, là. Ouais, peut-être la 95 là, qui est Ouais, venue ouais. après. Malgré que là, on est Ouais, 87, mais. Ouais, ouais, OK. ouais, peut-être. Entre 3.1 et 95, il y a eu quoi? Il n'y a plus. Y a-tu une Ben, version entre les deux, je pense? il y a eu Windows NT, mais qui était comme Ouais, 4.0, mais qui était plus on the side, là. ouais, mais bon, t'as peut-être raison. C'est peut-être 3.1. Fait que ça, c'est John McAfee. En 94, on fait un saut dans le futur. Matthew Bevan qui décide de hacker la NASA, le Air Force, en insérant un sniffer de password via de l'injection de code SQL d'un Ouais. serveur d'une base militaire aux États-Unis. Et son objectif à lui, c'était de découvrir la vérité sur les extraterrestres, Patrice. OK. Il a été déçu, il n'a pas Oui, hein? trouvé ce qu'il voulait. Et là, il s'est rendu compte qu'il avait accès à tout plein d'informations. Puis, il est allé s'insérer dans le système informatique de la Corée du Sud, la Corée du Nord, excuse. Et là, il a trouvé un paquet de fichiers tactiques. Puis, il a pris ces fichiers-là, puis il les a dompés direct dans le serveur de la base militaire de l'US. Fait que là, Patrice, la merde a failli pogner entre la Corée du Nord puis les États-Unis, Ben ce oui. qui a mis la puce au FBI, à NSA, tout ça pour retrouver ce charmant petit adolescent de l'époque. Et lui aussi a été accusé, il n'a presque rien eu, vu qu'il était ado à l'époque. Mais il a failli déclencher une troisième guerre mondiale à lui seul. Par chance, les renseignements qu'il avait pitchés dans la base militaire américaine, c'était des renseignements qui n'étaient pas très valables au niveau tactique, là, OK. on n'apprenait pas grand-chose, ce qui a convaincu les Nord-Coréens que c'était un petit cul qui avait niaisé. Là. Mais la merde taponnier dit, ben là, c'est parce que vous êtes rentré dans nos serveurs, vous avez gardé ça dans vos serveurs, fait que vous Ouais. êtes venu de... Non, c'était lui, le pas fin. Donc, c'était très drôle. Merci VA2. Merci pour la fenêtre. La bonne fête. Ouais. J'écoute dans le début et j'ai fait du social engineering en direct. C'est bien ça, VA2. Ensuite, Vladimir Levin, en 94, a réussi à s'introduire via des contacts à la banque dans les systèmes de la Citibank avec quelqu'un et s'était rendu compte au début, c'est tout le temps pour jouer, hein, Patrice. Oh, oui. Donc, on s'insère dans le serveur, la banque ne réagit pas, il n'y a pas de réaction. Ah, c'est drôle, on va installer Arcanoid, installe un jeu sur le serveur, la banque s'en rend pas compte. Ah, c'est le fun, ah, c'est drôle. Jusqu'à se rendre compte que finalement, on peut peut-être aller plus loin et ils ont réussi à transférer 10 millions de dollars. Évidemment, Vladimir s'est fait pogner, c'est pour ça qu'on a Ouais. sa face. Et il a fait quelques mois de prison pour ça, mais ça a été un des premiers, je te dirais, vols de monnaie ou d'argent, de ce qui se rapproche de la piraterie de l'époque des bateaux, là, Oh, où ouais. on cherchait à faire des rançons. D'ailleurs, on approche des rançons logicielles. Ça, c'est hot, Patrice. Kevin Mitnick, 1995. Frustré. Lui, il est trop bon par rapport à tout le monde. Décide de se connecter à peu près tous les serveurs de téléphonie de la planète. Motorola, Nokia, Sprint, name it. Et ouais, Ghost in the Wire, c'est très excellent en passant à l'écouter ça. Ah oui? Et ouais, c'était une adaptation qui a été faite là, sur son histoire. Euh, puis
il décide à un moment donné, là, je ne me rappelle pas de tous les détails de l'histoire, mais il décide d'aller pour narguer, pour essayer de prouver qu'il est hot, de rentrer dans l'ordinateur d'un chercheur, un expert en sécurité de renommée mondiale qui s'appelle Tsutomu Shimomura. Et son serveur est dans un chalet quelque part, donc sincère. Puis il va plusieurs fois. Puis lui, Kevin McNick, il s'imagine que, en observant le serveur, que M. Tsutsumu ne sera pas mis au courant de ça parce qu'il ne voit pas de communication sortante, blablabla. Mais M. Tsutsumu avait installé un système à redondance dans un autre serveur à un autre endroit qui envoyait des notifications journalières qui finit par se rendre compte qu'il y a quelqu'un qui avait accès à son serveur. La police a été informée, la FBI, NSA s'est mis là-dedans. Et M. Tsutsumu s'est mis à faire partie de l'enquête. Et là, elle allait chercher, OK, ben lui, Mitnick, il communiquait et échangeait des données, puis achetait de l'argent, il faisait passer des valeurs, là, il fuckait le système un peu partout. Puis il s'est rendu compte, OK, l'appel provient d'un serveur en Atlanta, nanana, ben, Tsutsumu se déplaçait au serveur, allait se plugger direct dans le commutateur. La compagnie, OK, vas-y, on te laisse aller, tac, 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 détection, OK, il y a eu un appel qui a passé, nanana, jusqu'à finir par atterrir à Sprint, direct dans le commutateur de la ville où Kevin McNick était. Puis lui, Kevin McNick avait hacké le serveur de téléphonie mobile pour être capable de masquer la provenance de l'antenne à partir duquel l'appel est fait. Oh. Fait que Tsutsumu était incapable, même branché dans le commutateur, de déterminer le cheminement par où il passait, d'avoir son identifiant, ces choses-là. Ce qui fait que Tsutsumu s'était acheté un Cell 2000. C'est un genre de système de piratage, un téléphone modifié dans lequel il y a une antenne, puis s'il met à se promener dans les rues, je pense que c'est Los Angeles, quelque chose du genre, pour détecter l'émission du signal, parce qu'il avait trouvé un identificateur, là, je ne sais pas, comme une MAC adresse, whatever. Il était incapable de déterminer le subscriber, donc qui. Oh, oui. Et il a fini par détecter le logement à partir duquel le signal était émis. Et là, FBI, NSA, CIA, name it, se sont mis à aller chercher Kevin McNick, qui s'est fait arrêter. Il a fait, je pense, 2-3 ans de prison. Ça a été toute une épopée d'enquête, beaucoup, beaucoup, beaucoup de brain power là-dedans pour essayer de trouver ce gars-là, par où il passait, tout ça. Ça inspirait un paquet de livres là-dessus. Allez lire. Ça a été un des, je te dirais, des gros pirates informatiques qui avait hacké des multiples systèmes et qui a été très, très populaire. Puis M. Tsutsumu, chapeau. C'était tout un brain en arrière. Ça a été Oh, oui. on dit tout le temps qu'il y a un mauvais avec son équivalent dans l'autre sens, là. Mais c'était ça. Le yin et Vraiment. le yang. Le yin et le yang. Le virus Melissa, en 1999, développé par David L. Smith, qui a coûté 359 millions de dollars, qui était évidemment partagé par des pièces jointes et qui infectait les ordinateurs en allant récolter du keylogging. Donc, récolter les mots de passe, ces choses-là, les données étaient revendues. Évidemment, M. Smith s'est fait prendre et il a fait encore quelques mois de prison. Ça a été dans les premiers gros virus, puis rappelons-nous, en 99, l'informatique grand public était là, mais c'était pas tout le monde qui avait des ordinateurs. Puis il y avait des gens qui en avaient un dans le fond de leur sous-sol. C'était encore assez marginal. Donc, c'était encore beaucoup les industries, les universités, les cégeps, ces choses-là. Et ça a fait le tour du monde. Ça a fait beaucoup de dommages. Mafia Boy, Patrice. Oui. C'est un petit Montréalais, ça. Michael Kelsey, en 2000, qui a décidé de faire une attaque par déni de service, donc un DDoS, un DOS denial. Faudrait que notre ami Narcomen me redonne la définition. Denial, DNS, Ah Denial of ouais, Service. DNS, there. En fait, c'est qu'on va inonder un serveur de requête. Je vous donne un exemple. Si je dis à Google Salut, quelle heure est-il? Ben, Google va me répondre une réponse. Mais si je lui demande 40 000 fois dans 20 secondes, ben, le serveur va geler.
C'est ce qui parce était qu'il y le a cas trop chez de requêtes. Hydro-Québec dernièrement. Yes. Et pour d'autres, je pense qu'il y a les pages jaunes aussi, mais malgré que les Ouais, pages jaunes, c'est peut-être plus important, là. ouais. Mais lui, en 2000, ça a été le premier attaque, je te dirais, d'ordre mondial par déni de service. Il a fait ça pour absolument rien, pour le fun. Oh, oui, Euh, il a visité Dell, CNN, eBay, Yahoo, Amazon, et quelques autres, là. Et ça a été, ils ont paralysé pendant plusieurs heures dans une journée. Ça a coûté 1,7 milliard en perte de revenus, en ajustement de système pour éviter que ça se produise à l'avenir. Parce que, évidemment, quand les serveurs et les systèmes cloud s'aperçoivent qu'il y a une attaque par déni de service, on met des systèmes de surveillance par la suite pour oui. être capable de détecter le début d'une attaque par déni, puis être capable de fermer la communication, puis de router l'information par d'autres endroits. Et ça a été quelque chose d'assez gros. Et évidemment, M. Michael Kals a écrit des livres et était consultant informatique de nos jours. Il a fait quelques mois de prison à l'époque, là, prison pour les jeunes. Et aujourd'hui, il est consultant informatique. Vous vous en doutez bien. Ben Il oui. ne veut plus qu'on l'appelle Mafia Boy. Il veut qu'on l'appelle désormais sous son vrai nom, Michael Kals. 2010, la première arme digitale mondiale connue. Et là, je dis ça parce que j'ai Narcomène qui est un sysadmin en sécurité. Là, j'ai peut-être pas le bon terme pour définir ton titre d'emploi, mais j'ai quelqu'un dans le chat qui connaît énormément ça plus que moi. Mais Stuxnet, qui a été le premier virus informatique CISO, le premier virus informatique qui a été introduit dans des systèmes de contrôle de centrifugeuses nucléaires de l'Iran. Donc, les petits moteurs qui servent à contrôler le centrifuge, il y avait des puces à l'intérieur et ces puces-là étaient contrôlées par un protocole et l'armée a réussi à s'introduire par une brèche quelconque informatique et introduire un malware qui venait modifier légèrement de quelques pourcentages la vitesse de la centrifugeuse. Et pour ceux qui ne savent pas, quand on produit de l'enrichissement nucléaire, on pulvérise l'uranium sous forme de gaz et on le fait rentrer en rotation très rapide, un peu comme dans un système, là, vous savez, en chimie, où on met des vasques de produits, on les fait tourner très vite pour séparer les différentes phases d'un produit, là, ce qui est plus lourd, plus léger, ces choses. On fait la même chose avec le gaz nucléaire et ça implique euh, une rotation, une vitesse précise en fonction du poids et du pourcentage de gaz. Sinon, ça ne fonctionne pas puis tu scrapes tout. Ben, Stuxnet est venu complètement anéantir la production de l'Iran. Puis c'était une réponse des États-Unis pour contrer l'espèce de poursuite au nucléaire que l'Iran voulait faire. Ça a été Effectivement. très, très gros et ça a mis le jeu. Puis là, je vous dis, c'est pas Stuxnet qui a réveillé les autres pays, là, mais les pays se sont dotés de plus en plus d'équipes d'attaque digitale, donc un groupement de communication de gens de l'armée qui sont spécialisés dans le piratage, l'attaque et ces choses-là. J'en ai des heures et des heures. Là. Il y a des équipes de la CIA qui allaient chercher, là, je vous dis ça, Narcomène pourrait me reprendre, mais il y a des équipes de la CIA qui allaient pogner des camions, Patrice, qui sortaient de, là, je vais dire à une compagnie, là, mettons D-Link, là, ils sortaient de la compagnie de fabrication de D-Link. Le chauffeur s'arrêtait dans un parking, il y a un autre chauffeur qui prenait le camion, il traversait la rue dans un autre entrepôt. On déchargeait tous les switches D-Link. À l'intérieur, il y avait une équipe qui ouvrait, puis ils venaient insérer des nouvelles puces dans la switch D-Link avec un backdoor déjà intégré à l'intérieur. C'était remballé, remis dans un camion, puis c'était parti livrer dans les différentes entreprises à travers les États-Unis, à travers le monde. Et l'armée avait ainsi un backdoor dans à peu près toutes les control switches à travers le monde. Ça m'amène à vous Effectivement. parler d'un autre, on va en parler plus tard, le premier Trojan, Zeus et Spy-Eye, fait par un Iranien de mémoire, Hamza Bendalaj, qui s'appelait Big Sur en 2010. Et son Trojan, la nature d'un Trojan, c'est de s'introduire dans un système informatique pour aller encrypter le contenu d'un disque au complet. Donc, on te fait une menace de si tu ne fais pas telle chose, tu n'as plus accès à tes données,
tes données sont plus accessibles, communique avec moi, je vais te donner le code pour pouvoir décrypter ton système informatique. Le Trojan Spy était ça. Donc, le premier début à partir duquel, évidemment, il a causé des milliards de dommages. Oh, oui. Edward Snowden, Patrice? Oui, ben j'ai diffusé un documentaire sur Snowden dernièrement. C'était excellent là, sur toute son histoire. C'est énorme ce que Snowden Oui. a déclaré. Et il faut être naïf, Patrice. C'est un ransomware. Tu as raison, Danny. Euh, il faut, euh, il faut être naïf pour croire que tout ce qui a été déclaré là-dessus ne se produit plus aujourd'hui. Non, ben c'est revenu dans l'actualité. Là, la fameuse firme israélienne Ouais. qui a développé le Les systèmes fameux. pour installer sur l'iPhone sans qu'on le sache, puis C'est tout, là. ça. Bon, eux continuent à opérer. C'est juste que là, ben, les fabricants, les développeurs ont fermé les brèches dans certains cas. Donc, c'est pas aussi efficace que ça l'était. Ça l'est peut-être plus dans d'autres cas. Donc, mais effectivement, il y a des équipes qui travaillent là-dessus un peu partout dans le monde. Là. Parce qu'en gros, ce que Prism faisait, c'est qu'ils avaient un backdoor dans toutes les grandes compagnies de télécom du monde, Ouais. c'est-à-dire Google, Facebook, Amazon, Apple, AT&T. AT&T, les commutateurs. Ils allaient dans les centres de communication de serveurs, ils installaient quelque chose là, ils se connectaient sur le réseau, puis ils étaient capables d'entrer dans n'importe quel Facebook, Twitter de ce monde, name it, en ayant le root access, c'est-à-dire comme le admin access, il était capable de tout voir de tout le monde, d'avoir toutes les communications, les échanges. Il tapait à l'affaire, tac, il était dans le compte qu'il pouvait faire. Ah, c'est ça. Ce que tu dis, C'était là, puis ouf. c'est ce qui est très bien expliqué, c'est que AT&T a laissé, a accepté, en fait, a accepté, je ne sais pas si ça a été prouvé, là, mais qu'il y ait quelqu'un qui soit capable de vraiment accéder à toutes les données en temps réel. Et c'est un technicien d'AT&T qui a découvert le poteau rose, si je me souviens bien, C'est clair. dans l'histoire. Là. Danny nous dit que. Oui, ben c'est encore le cas. La Ouais. CIA, ils ont des failles de 0D, puis ils n'en parlent pas, là. Puis il doit y avoir un paquet de pirates qui sont des grey hats, mettons, là, qui sont entre le éthique et autres, qui doivent travailler dans le dark, puis qui sont engagés par l'armée américaine en background, puis qu'on ne le Oh sait oui. pas, là. Effectivement. Effectivement. Mais tout ça pour dire que tu sais, ça n'arrivait pas par magie. Il y avait vraiment eu des accès physiques, Ah ouais, filaires, qui totalement. fait Ils que ont su c'est qu'elle se ça. plugger direct sur ces réseaux, puis il y a eu des gens qui ont regardé à gauche pendant qu'à droite, il se passait quelque chose, là. C'est ça. Ouais. C'est clair, clair. Puis ils étaient capables de rentrer dans n'importe quel système de télécom. Puis tu sais, dernièrement, plus près de nous, on a eu la GRC et la police de Montréal qui ont admis utiliser comment on appelle ça, les raies, là, le système de. C'est un box qui se permet de créer une fausse antenne cellulaire dans lequel un fausse MZ repeater, je ne me rappelle pas du nom, là, Danny pourra me reprendre, mais ils mettaient ça dans un truck, puis ça simulait une antenne cellulaire, ce qui fait que les gens qui étaient autour On se branchait se dessus. connectaient dessus, puis là, ça faisait une attaque man in the middle. IMSI Catcher, exact, exact. Il y en a un qui s'appelait, c'était un Ray un mantra, un Ray, un Stinger, la boîte Stinger, qui a été une des boîtes les plus utilisées par les forces de l'ordre. Puis, ben, ça faisait une attaque man in the middle. Le téléphone se C'est connectait ça. à cette C'est ça. fausse cellule. La communication passait en clair parce que ceux qui ne savaient pas, avant la venue de la LTE, là, je ne rentrerai pas dans les détails de l'architecture réseau cellulaire, là, mais avant la LTE, les communications étaient passées en clair. Ouais, c'est ça. OK? Si tu savais la bonne fréquence, tu savais où écouter, tu étais capable de pogner des conversations. Fait qu'avec les musiques catcher, ben, ils se connectaient sur la fausse tour, puis merci, bonsoir. Ils savaient qu'il y avait une réunion avec des criminels au 4e étage de tel bâtiment. Ils se mettaient dans la rue, les téléphones se connectaient dessus. Merci, bonsoir. Il y avait comme la police et la GRC ont admis utiliser ça sans mandat, sans autorisation. Puis là, ça a fait un scandale. Mais Dieu sait que ça doit se produire encore sous d'autres formes. Patricia, si tu me permets, bon, j'ai du contenu dans mon bout, mais je pense que c'est pertinent d'en discuter maintenant parce qu'on est sur le bon sujet. Il y a peut-être un mois et demi, j'ai diffusé un autre documentaire sur le piratage et
ce qui était un peu fascinant, là, que ce que le hacker nous montrait, c'est que lui était capable d'accéder à des équipements médicaux dans des hôpitaux en France Oui, via, j'ai vu ça. via une connexion Wi-Fi. Ouais, avec Et un HackerBox, c'est ce genre de c'est ça. choses-là. Là. Mais ce qui était un peu déconcertant, c'est que tu as des appareils qui sont hyper sophistiqués pour exemple, pour le battement du cœur, pour opérer une machine Et ils d'IRM. Et communiquent en clair, sans aucun encodage. c'est ça. Et ça utilise des mots de passe de base Générique. Ouais. d'administration qui n'ont même pas été modifiés. Et là, tu te dis, bon, ben, tu sais, tu as affaire à des Voyons gens, donc. là, des gens hyper scolarisés, puis c'est fou, là. Ouais, admin password, c'est exact. Merci en passant à UVH pour ton suivi. C'est très, très, très apprécié. Oui, merci Fait beaucoup. que, oui, puis ça, c'est un autre monde. Là, tu sais, il y a tout le hacking des radiofréquences, là, VA2, va être un peu plus connaisseur que moi là-dessus, mais moi, j'ai déjà ce qu'on appelle un équivalent d'HackerBox là, que tu branches à un ordinateur, tu es capable d'avoir toutes les fréquences autour de toi, puis Oh, tu es oui. capable d'injecter dans d'autres fréquences. Puis ces gens-là se promènent dans des parkings, qui sont capables de pogner des SFR, qui sont capables de se connecter sur des ouvre-portes de garage, des débarreurs à distance de voiture, ils captent la fréquence, ils la réémettent, ils se connectent à des appareils comme tu dis, médical, ils sont complètement, tu sais, c'est débile, là. Puis c'est des machines qui valent des fortunes, puis là, tu t'aperçois Hacker que. One, c'est ça, Hacker RF One, exact. Fait que moi, ça me dépasse, là, surtout dans le domaine médical. S'il y a quelque chose que tu ne veux pas commencer à tweaker ou à modifier, c'est bien le résultat médicaux d'un appareil, par exemple, qui est en train d'opérer sur un patient. Puis là, ben, tu peux soit carrément le rebooter, tu peux le faire fermer, tu peux changer du dosage à la limite de médicaments. Donc, ça peut être très dangereux, là. Moi, je te prédis, le prochain gros hacking qui va avoir lieu dans pas très long, c'est le hacking de l'ère spatiale. C'est-à-dire qu'on va prendre en contrôle des sondes spatiales à distance. Et encore là, c'est un autre domaine qui est peu connu, c'est qu'il y a très peu de protection sécuritaire pour communiquer avec des satellites à distance parce que ça prend des moyens de communication quand même que monsieur, madame, tout le monde n'a pas. Donc, ça prend une coupole de 10-30 pieds, mettons. Ça prend quelques centaines de milliers de watts pour être capable de communiquer avec une puissance assez suffisante pour être capable de rentrer. Il faut connaître le downlink, l'uplink, être Oh, équipé ouais. un peu, mais c'est quelque chose qui n'est pas en dehors de la portée. Tu sais, il y a de plus en plus de décommissionnage d'anciennes stations télé ou d'anciennes stations de communication qui peuvent être achetées par des particuliers. Ce qui fait que je te dis, Patrice, éventuellement, on va entendre parler que la sonde Voyageur a été détournée. Non, j'exagère pour la sonde Voyageur, là, Oh, ouais. mais quelle telle sonde a été détournée pour être utilisée avec un message drôle du genre Haha, catch me if you can. C'est ça, Je c'est te le ça. prédis. VA2 avec JM nous dit que le patient geek va dire à son médecin: Ah, tout va bien. Je suis en pleine santé. Oui, pour communiquer avec les satellites en orbite basse, VR2, mais si tu veux communiquer avec une sonde Juno, whatever, là, tu as besoin d'un peu plus que 5 watts. Tu as besoin d'une coupole qui est un peu plus grande. Donc là, on sort un peu du radio amateuriste. Là, tu sais, toi, comme personne, tu as probablement la connaissance pour être capable de faire ça, mais tu n'as probablement pas les équipements. Là. On parle d'une coupole qui est assez grande. On parle d'une alimentation électrique qui est généralement au-dessus des 200 watts, là, d'une alimentation domiciliaire. Donc, tu as besoin d'avoir accès à un local commercial, quelque chose qui, tu sais, c'est pas aussi simple, mais c'est pas en dehors de la portée de monsieur, madame, tout le monde. Fait que je ne serais pas surpris que ça finisse par arriver éventuellement. Sam, le virus Sam, 2015, gros ransomware. Et là, ça a été les débuts des ransomware du genre Oh, contact oui. Microsoft. Your computer is infected avec tidou, didou, didou, Oh. didou. Hi, my name is Franco. Can I help you? Yeah, yeah. Il y Connect avait, your il y avait une chaîne, computer. il y avait une chaîne Twitch que j'écoutais l'été passé, je pense. Et le gars, ce qu'il faisait, c'est qu'il y avait un PC virtuel et il se faisait infecter. Puis Oui. il suivait la procédure. Puis son Ouais, but, puis il c'était ouvrait de. Kitboga.
Ouais, Kid Boga, je pense que c'est ça. C'était Ouais. Il d'avoir ouvrait les la plus caméras, il longue. contrôlait, ouais. Ouais, mais d'avoir la plus longue conversation possible avant de se faire flusher. OK? Il faisait tout pour essayer de les faire, les mettre en colère ou de les. Il faisait tout. C'était vraiment mourant. Puis il utilisait même des amis, des femmes qui faisaient l'exercice pour lui parce qu'à un moment donné, les gens connaissaient sa voix. Fait qu'il prenait quelqu'un d'autre pour le faire. C'était vraiment mourant, là, mais vraiment mourant. Troll à, troll à Malaware. Ouais, c'est ça. 2017, WannaCry, qui a fait énormément de dommages, des milliards et des milliards et des milliards de dommages. Et WannaCry a été développé à l'aide d'une faille 0D qui a été Oui. développée par un petit logiciel Eternal Blue. Et là, Danny va nous dire exactement dans quelques secondes à qui appartenait Eternal Blue. C'était la NSA qui avait développé un outil. Et on pense à ce jour, bien qu'on n'est pas sûr, qu'on avait quelqu'un à l'interne, donc un technicien chez à l'NSA qui avait accès à Eternal Blue, qui a rendu disponible le logiciel. Et c'est de ce logiciel-là qui a été utilisé pour développer WannaCry, qui a ensuite infecté des milliers, des millions, des milliards d'appareils à travers le monde pour récolter des données. Les maudits Américains. Ben Exact. oui. Fait que de nos jours, évidemment, tu comprends que la NSA était fâchée parce que là, son logiciel qu'elle gardait pour pouvoir entrer dans un système informatique était rendu à la face du monde. Donc, on savait désormais le code source et on ne pouvait plus l'utiliser. Donc, on devait développer de nouvelles méthodes pour pouvoir infecter et prendre le contrôle des PC ailleurs. 2018, nouveau, c'est pas nouveau, mais une attaque Ouais. par déni de service. Ça a été le début des attaques par déni de service de grande ampleur. GitHub 2018 s'est fait attaquer. Ça a duré quelques heures, là, 1 heure environ. Et on a eu dans le pic de l'attaque de déni de service 1,3 terabytes à la seconde qui visait les serveurs de GitHub. Évidemment, tu comprendras que 1,3 terabits par seconde de demande de requête à un serveur. Le serveur ne peut pas gérer ça. Évidemment, GitHub a été rendu indisponible pendant quelques heures suite à cette attaque-là. Puis ça a été le début pas une preuve de concept, là, mais on commençait de plus en plus. C'était pas les premiers, là, évidemment. Les DDoS, il y en a eu avant, mais ça a été les premiers gros massifs. Ouais. 2020, évidemment, vous comprendrez que je saute des grandes étapes. Ben Danny, oui. qui est en sécurité informatique, si on jaserait ensemble, il me dirait: Oui, mais t'as oublié un tel, t'as oublié Gary McKinnon, Julian Assange, t'as oublié. Oui, vous avez tout à fait raison. Et si j'avais pris absolument toutes les têtes d'affiches qui ont fait quelque chose en informatique, on en aurait pour 4 heures. Et malheureusement, j'ai dû faire des choix personnels. Lui m'attirait moins. Donc, en 2020, attaque contre AWS, qui est Amazon Web Service, qui est utilisé par à peu près tous les systèmes informatiques du monde pour gérer le cloud. C'est pas cher, c'est facile à utiliser. L'attaque a généré 2,3 terabits à la seconde. Donc, ça a fait tomber les serveurs AWS. Et là, pendant 2 ou 3 heures de mémoire, là, il y a un paquet de compagnies à travers le monde qui se sont retrouvées tu travailles chez Vidéotron? OK, c'est Danny dans ma gang. Excuse-moi. Salut, Danny. Euh, c'est ça. Fait que, ben, évidemment, ça a affecté Vidéotron aussi parce qu'on se sert, comme toutes les bonnes entreprises à travers le monde, il y a des outils à l'interne qui utilisent AWS. Et ben, il y a un paquet d'entreprises à travers le monde qui se sont trouvées off cette journée-là parce que AWS était tombé. On n'a toujours pas pogné qui a fait ou quelle équipe ou quelle organisation a fait l'attaque. Ça pourrait être des organisations gouvernementales, on ne le saurait pas. 2023, la plus grande de toutes les attaques par déni de service qui a visé Cloudflare, c'est cette année, en février. Ça a été le maximum total mondial, 71 millions de requêtes par seconde. C'est du Là, stock. on est tout au-dessus des terabits. On compte même plus en terabits parce que c'est pas suffisant pour donner un chiffre qui est impressionnant. On est à 71 millions de requêtes par seconde. Évidemment, Cloudflare a tombé et Cloudflare est utilisé comme pare-feu
Contrôle de sécurité, encore là, à peu près toutes les entreprises au niveau du monde qui vont utiliser Cloudflare pour évidemment router le bon trafic. Et ils sont responsables de donner des codes de réputation IP. Donc, telle adresse IP avait moins bonne réputation, donc je vais la bloquer, ces choses-là. Donc, ils sont un service. Ceux qui vont sur certains sites web, des fois, vont voir apparaître une fenêtre. Pardonnez-moi, Cloudflare, qui dit validation, blablabla. Ils sont spécialisés là-dedans. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup d'applications là, de type Salesforce, même Lightspeed est sur Cloudflare. Ça, Ouais. donc, ouais. Donc, évidemment, cette journée-là, ben, tout ce qui marchait sur Cloudflare, 23 février a planté. Ça a affecté à peu près toutes les entreprises. Donc, cherchez pas, là. N'importe qui travaillait en informatique cette journée-là pouvait te dire, ben ça marche pas. Ouais. Ça marche plus ou je suis plus capable de faire ça. Donc, ça a été la dernière plus grosse attaque mondiale. Ce qui m'amène à la fin. Qu'est-ce que le futur nous réserve? Où est-ce qu'on s'en va? Ben, c'est évidemment qu'on a de plus en plus la naissance de ce qu'on appelle des attaques informatiques étatiques. On a de plus en plus la création de forces. Tranquillement, pas vite, on a aussi la création de forces, je te dirais, privées, donc d'entreprises qui vont utiliser des tactiques informatiques douteuses pour être capables d'aller chercher de l'information. On a l'apparition aussi de tout ce qui est deepfake, de falsification de l'information pour aller manipuler l'opinion publique dans un sens, que ce soit pour pousser les électeurs à voter un choix, un autre choix, ces choses-là. Donc, on se raffine de plus en plus. La morale de cette histoire, Dani, faites vos mises à jour. Personne n'est à l'abri des 0D, effectivement. Ouais. Et à moins d'être un dirigeant de compagnie, vous en valez sûrement pas la peine. Ben, effectivement, c'est sûr que si tu es un kidam chez vous, que tu as 200 pièces dans ton compte de banque, que tu n'as pas de valeur boursière, que tu n'as pas de rien, ben, tu es un peu moins attirant pour les pirates. Par contre, petit bémol, Dani, il existe des réseaux de zombies et il y a plusieurs millions, milliards de petits appareils dans votre maison. Et là, la prochaine donnée, je te dirais, Patrice, c'est tout ce qui est domotique, comme on disait tantôt, avec tes mots de passe par défaut, là. Oh, ouais. L'aquarium pour chat Wi-Fi, pas l'aquarium, mais le bol à chat Wi-Fi, ces choses-là. Donc, on utilise ces systèmes zombies-là ensuite pour aller faire des attaques ailleurs. Donc, ton ordinateur n'est peut-être pas intéressant, botnet exact, pour pouvoir être utilisé pour récolter tes données, mais peut être utilisé pour mener une attaque de déni de service ailleurs. Donc, souvent, quand vous achetez de la domotique cheap, là, qui est en provenance des États-Unis, pas des États-Unis, de la Chine, ben, les pièces qui sont dedans, les contrôleurs Wi-Fi, Bluetooth, tout ça, souvent, ont des failles un peu plus vieilles, puis la sécurité est un peu moindre. UVH avec To Differ, tu en veux toujours la peine, tu peux toujours, exact, tu peux toujours être être la porte d'entrée vers quelque chose de plus juteux. Tu as tout à fait raison, UVH, c'est un peu ça. Fait que oui, si tu es quelqu'un d'ordinaire, tu as moins de chances de te faire voler, mais tu peux être utile pour une connexion, une connaissance que tu as, parce que moi, je connais des gens, peut-être que par ingénierie sociale, on va aller là. Fait qu'est-ce qu'est l'avenir des attaques informatiques? Je pense qu'on a quitté l'ère des virus, donc on n'est plus là. Non. Je pense qu'on est, on est de plus en plus dans la manipulation de l'information, le gain d'accès à certains endroits, les attaques ciblées au niveau social. Donc, on va mettre l'emphase de la vue sur un individu. Donc, on se dirige tranquillement pas vite vers l'ingénierie sociale dans l'opinion. C'est plus subtil. Donc, il va falloir faire attention parce que l'avenir n'est pas rose, Patrice. Alors, c'est tout pour moi, Patrice. Si on va du côté des vulnérabilités, il existe un site CVI, l'adresse c'est Ouais. cvi.mitre.org, qui permet Lister toutes les. les vulnérabilités, puis on peut même aller assez facilement, là, par exemple ici, là, si je vais chercher, je ne sais pas moi, Android, là, juste pour qu'on regarde, on peut aller voir toutes les vulnérabilités qui ont été répertoriées.
Elle se situe où? Est-ce que dans un équipement? Est-ce que c'est dans un logiciel quelconque, un service? Et on peut même aller en détail, là, j'en prends un au hasard ici, là. On peut voir tout le détail lié à ça. Donc, il y a vraiment une base de données qui est vraiment complète et qui est mise à jour constamment par des gens qui ont l'autorité d'appliquer pour d'ouvrir comme des billets ou des cas. Donc, c'est vraiment bien fait comme site et c'est super utile pour les gens qui sont dans le domaine, qui veulent voir quel est l'état de certaines vulnérabilités. Tous les grands constructeurs, les grands développeurs utilisent ce répertoire-là pour être capables d'apporter leurs corrections. Et avec les années, c'est clair que, tu sais, au départ, je me souviens, dans les années début 2000, il y avait beaucoup de security via obscurity, c'est-à-dire que, par exemple, on prend macOS dans les premières années, beaucoup de gens disaient, ouais, mais il n'y a pas de virus parce qu'il n'est pas vraiment utilisé. Sauf que statistiquement, en proportion, il y avait beaucoup plus de virus sur d'autres plateformes que sur celle-là. Donc, probablement qu'il y avait plus de portes ouvertes ou carrément de vulnérabilités qui ont été corrigées avec le temps, bien entendu, mais de dire qu'un appareil n'est pas sécuritaire parce que, c'est-à-dire qu'il n'y a pas énormément de virus parce qu'il n'est pas très répandu, ça ne veut rien dire, là. C'est sûr que la cible de l'appareil ou de l'individu va être en fonction aussi de son potentiel de rapporter quelque chose ou de créer un dommage. Donc, les hackers vont souvent essayer de cibler ça, soit la personne, soit carrément une plateforme en particulier. Et je vais vous amener sur un exemple. On va le regarder ensemble. Ça date de quelques mois, mais ça montre un peu le modus operandi de certains hackers et des outils qu'ils peuvent utiliser. Donc, ça dure à peu près 5 minutes. C'est en français, puis on pourra commenter au fur et à mesure, Patricia. On va simplement créer un nom de domaine le plus crédible possible, donc il faut que ce soit HTTPS. Tu vas cliquer sur le lien. Tu vas pouvoir cliquer sur autoriser parce que bien sûr tu fais pas attention à ce que tu fais. Tu vois là je suis en train de récupérer des photos de toi. Je passe vraiment beaucoup de temps sur mon téléphone et parfois je me fais des petits coups de flip. Quand je suis sur les réseaux ou sur des applis, je me demande s'il est possible pour une personne de contrôler mon téléphone à distance, par exemple d'allumer ma caméra à mon insu ou de me géolocaliser sans que je le sache. En fait, j'aimerais savoir s'il est possible de me traquer de manière illégale via mon tel. Pour Brut, j'ai demandé à un hacker de pirater mon téléphone. On peut prendre le contrôle de ton téléphone à distance. Tu peux essayer avec celui-ci ? Ouais, ok. L'objectif pour moi, ça va être d'installer sur ton téléphone un virus. Ce virus, il va me donner un contrôle de ton téléphone. Pour ça, on va utiliser une application que les gens utilisent beaucoup en ce moment. On va injecter le virus dans l'application. Comme ça, au moment où toi, tu vas installer via un lien que je vais t'envoyer, eh bien normalement, je devrais prendre le contrôle de l'appareil. On a choisi de ne pas divulguer l'appli dont s'est servi Thomas pour le hacking, mais il faut savoir qu'on peut injecter un virus dans à peu près n'importe quelle application. Pause, Patrice. Il existe, pour ceux qui ne le savent pas, il y a beaucoup de ce temps-ci des trojans bancaires, c'est-à-dire, et c'est une des choses qui est les plus répandues actuellement, c'est-à-dire des applications tierces qui viennent prendre le contrôle de votre application bancaire qui fait des virements sans que vous le sachiez à votre nom, à d'autres endroits dans d'autres comptes de banque. Et ces applications-là vont souvent se cacher à travers de jeux cons, applications photo. Donc, tous ceux qui téléchargent des applications de filtres, là, le filtre cute de petit chien en forme de blabla, que tu n'as jamais entendu de nulle part, de système de caméra bizarre qui te permet d'avoir des lentilles que tu n'as pas dans ton téléphone. Alors, faites très, très attention. Ou encore, traditionnellement, avant, on avait des applications de télécharge cet antivirus-là pour nettoyer ton téléphone. Là, on est plus dans des applications de design, de photos, de QT, parce que ça pousse les gens à accepter les permissions à la volée. Donner accès à la photo, à la caméra, à ci, à ça, au contact, blablabla. Et les gens sont devenus complètement aveugles. Ils disent oui, 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 puis ils ne regardent pas. Puis ce que tu disais tantôt, un des effets de bord de la situation entre Epic et Apple pour le fameux App Store, bien, ce que le App Store permet de faire en termes de sécurité, c'est de révoquer un certificat de n'importe quelle application d'un développeur et sur le à la seconde, oui. Toutes les applications à travers le monde vont être désactivées. Donc, si jamais il y avait une faille de sécurité qui était détectée à travers une application ou même à travers l'API que macOS ou iOS ou iPadOS permet, bien à ce moment-là, ils sont capables rapidement de tirer la plug et d'éviter le pire.
Là, si on va vers des applications qui s'installent à l'insu ou en mode de piratage, bien là, on n'a pas le contrôle sur ce qui se passe sur cette application-là et sur l'appareil comme tel. Là. Simplement t'envoyer un petit message sur WhatsApp, on va dire Hello Mina. Tac. Et je te mets un petit lien de téléchargement. Et comment elle l'installe? Parce que tu télécharges toujours de l'Apple Store. C'est là que rentre en compte l'ingénierie sociale en hacking. C'est-à-dire qu'il faut trouver de bonnes raisons pour faire installer l'application. Donc là, tu peux cliquer sur le lien pour télécharger l'application. Bon, ce que nous dit une vieille habitude, c'est qu'il a hacké son téléphone et techniquement, ça met le téléphone à risque, surtout si on installe une application qui elle, va être malveillante ou va avoir des comportements de récupérer des informations que l'on utilise. Donc, effectivement, il y a un prix à payer pour aller dans cette voie-là. Inversement, il y a une sécurité à avoir en ayant un écosystème un peu plus rigide de ce côté-là. Je la télécharge. Là, on a l'application qui a l'air complètement legit. Et sur mon ordi, du coup, je vais lancer un monitoring. En gros, je vais écouter les connexions et c'est ton téléphone qui va se connecter à mon programme au moment où on va ouvrir l'application. Hop, c'est parti. Et là, on voit que ça se lance. Et là, je viens de récupérer l'accès au téléphone. Donc là, voilà. Tu as le contrôle sur mon téléphone. Donc là, j'ai en tout cas suffisamment de contrôle pour commencer à faire des trucs intéressants. Je peux par exemple récupérer la liste des SMS, je peux récupérer la liste des contacts, je peux te géolocaliser en boucle pour savoir exactement où tu es. Je peux aussi te mettre sur écoute. Ça, c'est intéressant pour écouter toutes les conversations d'une pièce. Là, on est vraiment sur un outil ciblé espionnage, en fait. On vient de récupérer la liste de tous les SMS qui sont sur l'appareil. On a le numéro, on a le message, on a toutes les infos dont on a besoin. D'après moi, le plus critique avec ça, c'est qu'on a surtout accès au micro. Donc, potentiellement, on peut te mettre sur écoute. Ah, vas-y, on peut essayer. On essaie. Et là, à partir de maintenant, tout ce qu'on dit, le téléphone, il est en train de l'enregistrer. Tu peux parler, tu vas voir, on va réécouter après. Voilà. Ça, c'est facile à créer, ce genre de virus, à trouver? Non. Terriblement facile. Là, toutes les démos que je fais, c'est avec des outils. Alors, une partie des outils que j'ai. Oui, c'est facile parce qu'ils sont téléchargés gratuits. Ouais. Ça sont disponibles. Puis sont... Je vais rajouter une chose, puis ça, c'est une sécurité qui est facile. Tu sais, il parlait d'ingénierie sociale. Là. L'ingénierie sociale, c'est la connaissance subtile des comportements humains qui souvent vont s'effectuer inconsciemment, donc sans qu'on le sache. Je vous donne un exemple principe. Quand vous croisez quelqu'un dans un espace clos, il y a toujours une espèce d'échange de salut, bonjour, puis parce que c'est très clos, donc ça porte à la promiscuité, donc les gens vont être forcés à communiquer. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais il y a toutes sortes de situations en ingénierie sociale que tu peux connaître qui vont forcer les gens à faire un comportement. Et une des choses qui permet l'échange de virus les plus fréquentes, c'est via les messageries, Messenger, SMS, whatever. Et sachez que lorsque vous recevez un lien, une image, une vidéo, quelque chose, prenez toujours l'habitude de demander courriel, de demander le contexte. Patrice m'envoie un lien sans me dire bonjour. Mon réflexe de quelqu'un qui connaît un peu la sécurité informatique, ça va être de dire Patrice, ça va? Ouais. C'est quoi que tu m'envoies? Ben, je t'envoie une vidéo de mon chien que j'ai tourné hier. OK. Ben, pourquoi tu m'envoies ça? Ben, on a parlé de chien. Ah, OK, il y a un contexte, il y a une affaire, je peux raisonnablement avoir confiance. Généralement, les personnes qui vont vous pirater, qui vont vous envoyer des liens, ne vont pas vous répondre, vont vous répondre tout croche. Donc, si vous avez un lien hors contexte, que vous n'avez pas demandé, que vous n'avez aucune idée, vous ne cliquez pas sans avoir eu de contexte. Si vous commencez par ce petit détail-là, vous allez éviter à peu près 80% des problèmes. C'est ce qui nous aide aussi, c'est qu'on est francophone. Donc, ouais. beaucoup est anglophone. Moi, je reçois un paquet de trucs, puis là, tu sais que, regarde, là, j'ai pas de compte de banque là, j'ai pas d'héritage, j'ai pas de ci, j'ai pas de ça. On passe au suivant, là. Sources qui sont libres d'accès sur Internet. En fait, ce qui est étonnant, c'est que moi, tu me pirates et sur mon téléphone, je vois rien. Ouais, c'est ça. Si j'éteins l'application. Alors là, si tu éteins l'application, en fait, tant qu'elle est en veille et qu'elle tourne dans le téléphone, moi, je garderai un accès. Si tu coupes l'application, moi, je perds l'accès. En fait, si je télécharge l'appli via le Play Store ou l'Apple Store, j'ai aucun risque. Et alors, aucun risque, on ne peut pas dire ça parce que régulièrement, on trouve quand même des payloads, des virus dans certaines applications de l'Apple Store. Mais c'est tout l'intérêt de ce système-là, en fait. Est-ce que tu peux
déclencher ma caméra à distance. Je vais devoir te pousser à cliquer sur l'autorisation de la caméra. Donc pour ça, on va devoir quand même essayer de jouer un petit peu sur les émotions, sur la peur. Les pirates, ils aiment bien faire ça. On va simplement créer un nom de domaine le plus crédible possible, donc il faut que ce soit HTTPS. Ici, tu vois, on a le lien que je vais t'envoyer. Donc concrètement, on a quoi? Tu vois, on a bien HTTPS, on a bien Instagram.com et évidemment, l'arnaque, elle est juste derrière. Hein, mais celui qui ne fait pas attention, il a vraiment l'impression que c'est un lien Instagram. Le but, c'est de te faire peur. Hein, donc on va écrire wow, c'est pas toi sur cette vidéo? On a tous déjà reçu ça hein, sur Messenger ou sur des trucs comme ça. Ouais. Donc là, tu vas cliquer sur le lien. Voilà, tu te vois un petit peu, on voit un truc en flou, on ne sait pas trop ce que c'est. Tu vas pouvoir cliquer sur autoriser parce que bien sûr, tu ne fais pas attention à ce que tu fais. Et tu vois, là, je suis en train de récupérer des photos de toi. Alors ça, c'est très pratique quand on veut essayer de trouver qui se cache derrière un réseau social ou derrière un numéro de téléphone. Je crois que j'ai déjà cliqué sur autoriser au moins 1 ou 2 fois. Mais bien sûr, mais on le fait tous. Je ne m'amuse pas à pirater les gens, je ne m'amuse pas à pirater des entreprises. Par contre, j'aime comprendre comment ça fonctionne, j'aime comprendre un petit peu les méthodes qui permettent d'entrer dans des systèmes. Mais le but, c'est aussi de comprendre un petit peu comment on peut se protéger de tout ça. Thomas m'a donné quelques conseils pour éviter de se faire pirater. D'abord, il faut toujours faire ses mises à jour. Les pirates ont plus facilement accès à des failles de sécurité si le téléphone n'est pas à jour. Toujours télécharger les applis via les stores officiels. Ça peut paraître évident, mais ne pas hésiter à choisir des mots de passe compliqués. Si vos données fuitent, le hacker mettra beaucoup plus de temps à décrypter votre mot de passe s'il est difficile. Et évidemment, ne pas faire comme moi. Ne pas cliquer sur les liens envoyés par des inconnus ou des personnes dont on n'est pas sûr de l'identité. Les plus gros piratages de l'histoire, c'est à cause du comportement des humains, rarement à cause du comportement des ordinateurs. Petit détail à rajouter. Quand vous ajoutez une application, je vous donne un exemple, un système de gestion de planification de rendez-vous d'organisateur. Vous trouvez une application, vous la trouvez hot, elle permet d'organiser vos idées, de planifier des rendez-vous, de mettre dans votre agenda, d'envoyer des emails. Bref, un planificateur super complet, efficace. Quand vous allez acheter l'application, il va vous demander en rafale chacune des permissions qu'il a besoin parce que lorsqu'on installe une application, la partie root, hardware, est sous la racine. Donc, on ne peut pas accéder directement au micro, à la caméra, à la mémoire, au disque, aux données, ces choses-là. Donc, on a besoin d'une permission. Lorsque vous installez une application, vous n'avez pas l'obligation, contrairement à la croyance populaire, de répondre oui à toutes les permissions. Donc, si pour vous, vous installez votre planificateur et que pour l'instant, tout ce que vous voulez en faire, c'est de planifier des rendez-vous, organiser un peu votre agenda, ben, quand il vous demande, donnez l'autorisation d'accéder à vos contacts. Si actuellement, dans le temps actuel, ce n'est pas quelque chose que vous avez de besoin, vous avez tout à fait le droit de répondre pas maintenant. Et ça ne va pas briser l'application, ça ne va pas vous retirer ça va vous retirer une option de l'application, mais la journée où vous allez décider d'appuyer sur, je ne sais pas moi, l'onglet Contact dans votre planificateur, il va vous redemander la permission. J'ai besoin de cette permission-là pour pouvoir accéder à nouveau. Alors, répondez à ce que vous avez strictement besoin. Donc, si vous avez une application de retouche photo, ben, vous pouvez difficilement outrepasser, là, donner accès à mes photos, je veux dire. Mais peut-être que la partie microphone, si vous ne faites pas de montage avec l'application, ben, peut-être qu'elle n'est pas utile. Passez par-dessus. C'est ça. Il y a Danny qui nous dit plusieurs concepts réels dans la série Mr. Robot. Je ne l'ai pas vu, la série, Danny. C'est excellent, Patrice. Mais c'est sur ma liste des séries que je veux diffuser dans les Ciné-Geeks les lundis. Donc, je l'ai noté. Éventuellement, je vais pouvoir la diffuser. Il n'y a pas de problème. Et je crois qu'elle est disponible sur Prime Video. Si c'est le cas, ce qui risque d'arriver, c'est que vous devrez être membre Prime Video pour pouvoir la visionner avec moi. Donc, on va peut-être essayer ça à un moment donné, de faire des visionnements de groupes de contenu de Prime Video parce que Twitch nous permet de le faire sans problème. Là. Donc, c'était tout. Ouais, on ne met pas le même mot de passe partout, bien évidemment, Danny. Juste vous dire aussi que j'ai travaillé dans le milieu des institutions financières et c'était assez fascinant au niveau de la sécurité. Par exemple, dans les années où j'ai travaillé, la MAC adresse était vraiment nécessaire par prise Ethernet murale filaire. Donc, il y avait vraiment une configuration de la carte réseau, de la MAC adresse de la carte réseau avec chacune des prises pour être sûr que seulement ceux qui sont autorisés à accéder au réseau filaire pouvaient l'accéder.
Mais en contrepartie, ce qui était un petit peu hallucinant, c'est que je travaillais dans un projet où on accédait à beaucoup de données confidentielles et les bases de données se transféraient via courriel à l'intérieur de l'entreprise sans aucun problème entre les individus, pendant que de l'autre côté, il fallait avoir une MAC adresse enregistrée. Ouais, c'est ça. C'était super sécure dans les bureaux, mais... Ben oui, c'est ça. Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est beau. On peut avoir les meilleures règles du monde. Si on peut s'envoyer à peu près n'importe quoi puis que ça passe en clair, ben c'était même pas... En plus, c'était même pas compressé avec un mot de passe. Là. C'était vraiment le fichier est là. Voici le fichier texte de la base de données. Donc, c'était assez spécial. L'autre chose aussi, peut-être un des conseils que je peux vous donner, moi, je l'ai appliqué depuis des années sur mes Mac, c'est d'avoir un administrateur avec un user et un mot de passe. Et mon user à moi, mon compte à moi sur l'ordinateur n'est pas en mode admin, ce qui fait que ça nous force à rentrer le nom d'utilisateur et le mot de passe d'admin à chaque fois qu'une installation ou qu'une modification doit être faite. Et ça nous force à penser, OK, est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire? Parce que sinon, si on a les droits d'admin, on pèse tout le temps sur oui, puis... On finit par plus regarder. C'est ça. Donc, vraiment quelque chose que je recommande. Ça ne coûte rien, un compte supplémentaire sur un ordinateur et ça nous rajoute ce niveau de sécurité-là. Et l'autre élément qui est important, c'est que ce compte-là devient aussi un compte de backup. Donc, en cas de problème hardware, on a un compte qu'on peut utiliser pour essayer de récupérer soit des données, soit quelque chose. Donc, on n'est pas pris dépourvu avec un seul compte sur notre appareil sans aucune issue si jamais il arrive un problème sur le disque dur ou sur une corruption de données, par exemple. Donc, je peux vous recommander d'avoir un compte supplémentaire, mais juste d'admin. Autre chose que j'ai parlé plusieurs fois, Patrice, oui. Les clés 2FA, donc qui sont maintenant pris en charge depuis quelques semaines par Apple. Donc, mon Apple ID est protégé par 2FA, mon Google est protégé par 2FA, Twitter est protégé par 2FA. Donc, il y a de plus en plus de sites. Microsoft est protégé par 2FA, ce qui veut dire que même si je vous donne mon mot de passe, vous ne pouvez pas accéder à mon compte, peu importe le compte, parce que vous avez besoin de ces 2 clés physiques-là pour pouvoir vous connecter dans un nouvel appareil. Sans ça, vous n'y arrivez pas. Très bien, ça. Très bien. L'autre chose aussi que je peux vous dire au niveau du Mac, là, juste en terminant, on parlait des logiciels antivirus. Bien, depuis plusieurs années, Apple a développé son propre Xprotect et son MRT, qui est le Malware Removal Tool. Donc, Apple a déjà prévu dans son OS l'antivirus, donc d'acheter un antivirus supplémentaire qui va prendre des ressources. Ça n'a pas vraiment de valeur parce que Apple met à jour de façon régulière au niveau des patchs de sécurité la liste des cibles potentielles ou des problèmes potentiels, de même que l'outil pour les enlever est déjà intégré à l'intérieur du OS. Donc, d'avoir un appareil, un logiciel supplémentaire qui va faire ce genre de travail-là n'a pas vraiment d'effet. En fait, même, ça a un effet à la baisse sur le temps en machine là, parce que ça consomme beaucoup de ressources en arrière-plan. Donc, ce n'est pas vraiment recommandé dans ces cas particuliers-là directement. Bon, sur Windows, je pense que c'est un autre débat. Oui, sur Windows, c'est encore utile, là, garder. Mais l'antivirus de Windows fait très bien le travail. Là. Vous n'avez pas besoin de télécharger un antivirus différent. Puis Windows, à tous les premiers mardis du mois, publie une mise à jour majeure ou de sécurité, ces choses-là, et dont le MRT, le Malware Removal Tool. Donc, vous tapez dans la barre de recherche, menu démarrer MRT, et vous allez voir un exécutif que très peu de gens se servent d'ailleurs, parce qu'un malware, c'est pas comme un virus, et c'est intégré généralement par un programme que vous avez déjà à l'intérieur de votre appareil, et vous pouvez l'exécuter de manière, vous pouvez même le planifier dans une tâche récurrente de faire marcher votre MRT pour qu'il fasse une validation, un scan de tout votre ordinateur. C'est ça. Windows n'est plus ce qu'il était dans les années 2000, même un peu avant 2000. Donc, il a beaucoup évolué de ce côté-là. Le code spaghetti a été enlevé. Il y a eu beaucoup d'améliorations au niveau du code ou de la gestion interne de Windows. Ceci étant dit,
souvent, les problèmes qu'on détecte avec des malwares ou des ransomware, souvent, ce sont des ordinateurs qui ne sont pas à jour ou qui sont encore sur des vieilles versions et où les gens de TI ou les gestionnaires décident de ne pas renouveler ou d'avoir des licences à jour au niveau ça coûterait trop cher changer le serveur parce que ça. blablabla. Fait que c'est ceux qui sont à risque, puis bon, ben c'est plate, mais c'est ça, là, c'est la réalité, c'est qu'ils sont à risque. Les hackers le savent, sont capables de détecter qu'est-ce qu'il y en est et de les cibler directement. Donc, malheureusement pour eux, ça devient... on l'a vu, je pense, c'est-tu IGA ou c'est Métro là, qui a été affecté dernièrement. Là, je pense qu'il y a donc, c'est ça. Probablement qu'il y avait des vieux systèmes en place et ils sont pris. Puis moi, je l'ai vu dans le domaine financier, tu sais, de garder des serveurs en place, là, même quand Windows ne supportait plus, Microsoft ne supportait plus la version. Windows XP pour les guichets. Pardon? Windows XP pour les guichets. Ben oui, il était obligé de les garder parce que sinon, l'application ne fonctionnait plus. Là, donc, elle a été développée dans un vieux système. Puis là, changer tous les systèmes de gestion de guichets, oublie le projet. Fait que fuck, on garde Windows XP. Exactement. Donc, il y en a des tonnes qui sont encore pris avec ce genre de système-là ou de problème-là. Et ça nous rappelle que l'informatique, oui, c'est une roue qui tourne. Il faut à un moment donné réinvestir, même si il y a 5 ans, 7 ans, 10 ans, on a investi énormément. Oui, il faut changer nos équipements. Oui, il faut changer nos applications. Ça ne veut pas dire que le développeur qu'on a utilisé il y a 10 ans avec la solution qu'il y avait va être encore valable 10 ans plus tard. Donc, malheureusement, ça nécessite des fois des migrations de systèmes, des migrations d'infrastructures, de serveurs, d'aller vers le cloud ou de revenir vers des serveurs locaux. C'est un ensemble d'éléments où il faut vraiment bien le planifier. Il faut le planifier avant qu'on frappe le mur, là. Donc, il faut déjà avoir une certaine vigie. Il faut avoir un plan de contention. J'ai un certain budget d'allouer à demain, il faut que je me revise sur un 10 cents. J'ai déjà quelque chose de possible et de prévisible. Demain matin, le cloud me lâche, j'ai déjà des ententes de fait avec des compagnies qui peuvent en quelques heures m'installer un serveur, puis déjà prévu. Danny nous parle de sécurité web sur des réseaux Wi-Fi. C'est ça, là. C'est pas très recommandé. Puis on le voit souvent, même dans des réseaux résidentiels. Là, on ne sait pas quels appareils les voisins ont. Moi, je vois des fois beaucoup d'appareils apparaître dans ma liste d'appareils détectés, soit via Bluetooth, soit via Wi-Fi. Puis, si je voudrais vraiment m'amuser, je pourrais probablement... tu connecter sur l'imprimante du voisin, il n'y a rien là. C'est ça. Puis là, tu peux faire à peu près ce que tu veux. Là, Combien de personnes de Ginette installent une imprimante du bureau en gros en allant changer le mot de passe par défaut? Aucune. C'est ça. Donc, puis pour nous, comme spécialistes en informatique, bon, c'est le fun de savoir qu'on peut trouver facilement des usernames puis des passwords quand on est chez un client puis qu'on facture puis qu'on a besoin d'accéder à quelque chose, mais c'est pas normal. Là. C'est pas normal. OK, le client a sauvé beaucoup de temps de recherche mais non, c'est pas normal. Rendu là. Donc, ça conclut ma partie, Patricia. Je n'avais pas énormément de contenu, mais ça croisait un peu, ça entrecroisait tes sujets et ça couvre un peu le spectre de l'histoire et de où s'en va la sécurité et aussi le piratage dans les prochaines années. Restez à l'écoute aussi de la chaîne parce que j'ai quand même diffusé, je vous dirais, une dizaine de documentaires sur le hacking. Et si j'en trouve d'autres, je m'assure de les diffuser parce que des fois, c'est bon de se mettre à jour sur ce qui se fait, de comprendre un peu les problématiques, les solutions, comment ça évolue. Puis avec ce qui se passe avec l'IA, on n'est pas à l'abri de ce qui pourrait arriver en termes de type de problématiques de piratage. Là.